Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. L'hôpital général d'Adjamé a été inauguré par le Premier ministre Patrick Hachi. L'hôpital réhabilité voit ainsi ses capacités renforcées. Il passe de 70 à 150 lits en termes de capacité d'accueil. Sa réhabilitation devrait permettre d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations. On en parle dans cette édition. Dans la commune de Koumassi, des acteurs du transport ont reçu de la main du ministre des Transports Amadou Koné les clés de 120 taxis, une action qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Taxi Ivoire. Ces taxis viennent renforcer le parc automobile de la ville d'Abidjan et essayer de répondre à une demande de plus en plus élevée en termes de moyens de locomotion. La 27e édition de la Journée internationale de la famille a été célébrée dans la commune de Koumassi. Ce sont 100 familles issues des différentes communes d'Abidjan qui ont reçu des kits alimentaires de la main de la ministre Nassene Batouré qui leur a traduit le soutien du gouvernement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec les activités du chef du gouvernement Patrick Hachi qui depuis ce matin est à Bouaké à l'université Alassane Ouattara de la ville où il a procédé à l'ouverture du guichet emploi de cette université. Il présidera par la suite la sortie de 150 stagiaires du centre du service civique de Bouaké communément appelé la cohorte. Le reportage complet de notre reporter Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions. Mais avant de se rendre à Bouaké ce matin, hier vendredi, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé. La réhabilitation de cet hôpital devrait permettre d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations en général de façon précise. Elle devrait également contribuer à l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, la CEMU. La capacité d'accueil de l'édifice passe de 70 à 150 lits. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à Adjamé, Hachi Patrick est sur le terrain. Le Premier ministre observe, échange et teste les équipements de l'hôpital général d'Adjamé rénové. Avec 2 blocs opératoires ultramodernes, des plateaux techniques à la pointe de la technologie et 40 lits d'hospitalisation supplémentaires. Nous venons d'achever la première phase qui a consisté donc à réhabiliter une partie des infrastructures existantes, principalement la maternité, le bloc opératoire, à reconstruire le premier étage qui existait, qui n'était pas achevé, et à rajouter un deuxième niveau donc pour faire l'extension des capacités en termes de lits de l'hôpital et aussi en termes de plateaux techniques. Cette réhabilitation fait partie intégrante du vaste programme hospitalier en cours de réalisation dans le pays, au grand bonheur des praticiens. La particularité, il y a toutes les spécialités du CHU. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas un service d'hémodialyse. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas une cardiologie 24 heures sur 24. Nous avons la traumato, la gastro, la chirurgie pédiatrique. C'est des atouts. Aujourd'hui, les accidentés, nous allons les recevoir. Nous n'allons pas les évacuer. Les femmes enceintes, nous sommes prêts pour la césarienne aujourd'hui. Pour le chef du gouvernement, cette réhabilitation contribuera à soulager les ménages en améliorant la prise en charge sanitaire. La capacité d'accueil de l'hôpital général a été accrue de façon significative et peut absorber non seulement la population d'Adjamé elle-même, mais on sait qu'Adjamé est un carrefour. Et donc en période de pointe, c'est plusieurs millions de personnes qui circulent ici. Et cet hôpital a également la capacité d'absorber, je dirais, cette pointe-là. À terme, l'hôpital sera également doté d'un service d'urgence, d'un laboratoire, d'un service d'imagerie médicale avec scanner et d'un bâtiment de 2 niveaux. Ce n'est pas uniquement à Adjamé. Aujourd'hui, on inaugure la première phase de la réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Mais la semaine prochaine, le 24, ça sera l'inauguration du CHR de Daloa. Le 31, ce sera l'inauguration du CHR d'Adzopé. Et puis par la suite, on aura également donc, le bloc, la phase gynéco-obstétrique de Trècheville qui est en cours d'achèvement. On a Cocody, on a Bassam, on a Korogo, on a San Pedro. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier pour donner à notre plateau technique sanitaire une qualité parmi les meilleures, je dirais, sur le continent et même, je dirais, pour certains pays dans le monde. Nous sommes au travail.
Notons que l'hôpital général d'Adjamé couvre une population de plus de 600 000 habitants. Son périmètre reste étendu aux communes voisines. Le coût des travaux, lui, est estimé à 12 milliards de francs CFA. Et on continue de parler de santé. La Société financière internationale, la SFI, veut contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un hub du tourisme sanitaire. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, et les représentants du secteur privé de la santé étaient les invités hier vendredi d'un panel de haut niveau initié par la Société financière internationale. Cette société a mis en place un mécanisme pour permettre au secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire d'acquérir des équipements médicaux de qualité et en quantité. Les détails avec Dangui Dangui. La problématique de l'équipement des cliniques privées en matériel médicaux de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la question de leur maintenance. 2 points au cœur de ce panel de haut niveau auquel a participé le Premier ministre Patrick Hachi ce vendredi à l'Hôtel Ivoire. Les experts de la question, comme les acteurs du secteur privé de la santé, ont tour à tour mis en relief le rôle du secteur de la santé dans le développement d'un pays. Ils ont également apprécié à sa juste valeur le mécanisme mis en place par la Société financière internationale pour permettre aux cliniques privées de s'équiper et élever ainsi le niveau de leur plateau technique. Avant, c'est le gouvernement qui devait produire l'électricité, qui devait distribuer. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la production d'électricité viendra du secteur privé et sera distribuée par le gouvernement. Dans le secteur de la santé, je vois tout à fait un modèle similaire se développer, où le gouvernement et le ministère de la Santé aura son budget et en fonction des besoins qu'ils auront, pourront soit contracter à l'intérieur des hôpitaux publics pour rendre ces services aux populations ou simplement avoir un contrat et avoir un appel d'offres. Cet appui de la Société financière internationale est une bouffée d'oxygène pour le secteur privé de la santé qui n'est pas au mieux de sa forme. Pour qu'une structure soit performante, il faut qu'elle ait un plateau technique de qualité et de pointe. Mais il s'avère que le secteur de la santé coûte excessivement cher, les investissements sont excessivement chers. Et pour ça, il faut qu'on puisse se mettre ensemble. À travers l'idée que propose la SFI, c'est de se mettre ensemble, de mettre en place une plateforme qui va regrouper les équipementiers, les banquiers, nous-mêmes, d'accord, pour pouvoir aider au financement justement de l'équipement médical. Convaincu que l'attractivité d'un pays est liée à sa capacité à fournir des soins de qualité, le Premier ministre Patrick Hachi a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner ce secteur. Nous sommes venus ici pour conforter les acteurs du secteur privé, d'abord les cliniques privées, pour leur dire que l'État s'est engagé dans son nouveau plan de développement 2021-2025 à développer le secteur privé, mais de façon large, y compris le secteur de la santé, et qu'une initiative telle que celle de la SFI entre parfaitement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà des défis liés à l'acquisition de matériels médicaux et de leur maintenance, le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire fait face à un manque de personnel soignant bien formé, selon certains acteurs de ce secteur. Voilà, et engageons-nous à présent sur les sentiers de la lutte contre la corruption. 473 personnes inculpées, condamnation prononcée pour 60 dossiers. Après examen, confiscation au profit de l'État de biens, meubles ou immeubles ayant servi dans les cas de blanchiment de capitaux. Voici ce que l'on peut retenir de façon générale du point de presse animé hier vendredi par le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance relatif à la répression des faits de corruption. Ces actions de lutte ont pu être menées grâce au pôle pénal, économique et financier du parquet d'Abidjan. Les précisions de Mahama Traoré. C'est à croire que la lutte contre la corruption est dans sa phase répressive avec l'entrée en action du pôle pénal, économique et financier du parquet d'Abidjan. Sur la base de plaintes et de dénonciations et après enquête du dit pôle, 473 personnes ont été inculpées pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et de détournement de deniers publics. 60 dossiers concernés ont déjà connu une décision de justice. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour délits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait également le point de ses actions durant le premier semestre de l'année. Au cours de la période allant du 1er janvier
au 30 juin 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. À la suite des investigations que les services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont menées, 7 enquêtes pour soupçons de corruption et d'infractions assimilées ont été bouclées et les procès-verbaux ont été transmis au procureur de la République, compétent pour suite judiciaire. Un dossier a déjà fait l'objet de jugement avec une condamnation, les 6 autres étant encore au stade d'instruction. Le pôle pénal économique et financier collabore avec une formation spécialisée de jugement pour les infractions économiques et financières créée en mai 2021 au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. Et une autre lutte à mener sur un autre terrain, celui de la lutte contre la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 16 juillet 2021, 60 nouveaux cas de Covid-19 sur 2634 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 26 guéris et 1 décès. À la date donc du 16 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 49 069 cas confirmés, dont 48 376 personnes guéries, 320 décès et 373 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 746 339. Le 15 juillet, 9 126 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 883 862 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et je vous le disais à l'instant dans les titres, dans la commune de Koumassi, des acteurs du transport ont reçu des mains du ministre des Transports, Amadou Koné, les clés de 120 taxis. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Taxi Ivoire. Ces taxis viennent renouveler le parc automobile de la ville d'Abidjan, mais surtout renforcer ce parc qui reste déficitaire face aux besoins des populations abidjanaises. Jean-Louis Mambo. 120 taxis compteurs flambant neufs. C'est l'important renfort que vient de recevoir le parc automobile abidjanais à travers cette remise de clés. Principaux destinataires de ces véhicules, les transporteurs souscripteurs au projet Taxi Ivoire. On était dans l'informel, nous sommes maintenant en entreprise. Nous avons soumissionné au Fonds du développement du transport routier et nous avons été retenus. Nous pensons que ça a été une belle expérience. Des transporteurs heureux de recevoir ces véhicules, mais surtout conscients de la responsabilité qui leur incombe, celle d'assurer la sécurité des populations à transporter dans leurs taxis. L'État, avant de remettre les véhicules, d'abord prend le soin de former tous les conducteurs qui vont conduire ces véhicules sur le plan du professionnel, sur le plan de l'accueil des clients, sur le plan de sécurité routière. Nous souhaitons que ce qu'ils ont appris puisse être mis en œuvre pendant qu'ils sont en train de travailler, pour que les populations sentent, à travers la sécurité qu'elles vont avoir, que véritablement les choses commencent à changer au niveau donc, du transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 470 taxis compteurs neufs qui ont été mis en circulation depuis la mise en œuvre du projet Taxi Ivoire. Un projet qui veut donner une vision nouvelle du taxi. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de personnes qui sortent quasiment de l'informel parce que les choses sont structurées de sorte que il faut être en entreprise. Et je voudrais lancer cet appel à nouveau à nos transporteurs. Il faut sortir de l'informel pour rentrer dans le formel, pour pouvoir disposer de tous les moyens qui sont mis en œuvre avec l'accompagnement du secteur privé, que vous puissiez avoir donc des outils beaucoup plus adaptés, de meilleure qualité, avec une rentabilité plus assurée. Le ministre a également lancé un appel aux entreprises de transport bénéficiaires du projet afin qu'elles intègrent les méthodes de gestion rigoureuses et modernes. Le projet Taxi Ivoire, rappelons-le, est réalisé en partenariat avec des Ivoiriens de la diaspora. Voilà, le ministre au volant d'un de ces véhicules. Et puis l'actualité, c'est aussi cette autre bonne nouvelle. Bientôt, 100 000 jeunes, femmes et hommes, pourront réaliser leur projet en Côte d'Ivoire grâce au développement d'un modèle d'affaires innovant axé sur la durabilité. C'est un soutien du programme des Nations Unies pour le développement apporté au gouvernement ivoirien à travers 3 ministères. Le protocole d'accord avec ces ministères vient d'être signé. Les précisions de Walter Amadou Ouattara.
Cette signature de convention porte sur plus de 3 milliards de francs CFA par an. C'est le soutien que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, va octroyer à la Côte d'Ivoire afin d'aider à la création de 5000 entreprises. Ces entreprises doivent générer plus de 100 000 emplois pour des jeunes hommes et femmes sur une période de 5 années. Nous n'avons que 3 jours dans la vie. Il y a hier, aujourd'hui et demain. C'est donc aujourd'hui, tout de suite, qu'il nous faut donner aux jeunes et aux femmes les moyens de leur autonomisation. Dr Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, ainsi que Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, se félicitent de la signature de ce protocole d'accord. En effet, dans le cadre de cet accord, le PNUD et les ministères impliqués contribueront à créer les conditions afin que les jeunes puissent travailler sur leurs différents projets visant à transformer leurs idées en structures opérationnelles. Cette cérémonie de signature vient témoigner une fois de plus de la qualité de la coopération entre les Nations Unies et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais saluer et encourager votre dévouement et votre engagement à l'égard de ce programme qui revêt une importance capitale pour la Côte d'Ivoire au regard de son impact positif sur l'employabilité et l'autonomisation des jeunes. La signature du protocole d'accord de ce jour augure de perspectives meilleures qui permettront, à ne point douter, de revitaliser l'innovation entrepreneuriale et renforcer la synergie autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre du projet Soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes hommes et femmes en Côte d'Ivoire, vient pour renforcer les efforts du gouvernement qui ont entre autres permis l'insertion socio-économique de 60 000 jeunes à travers le financement des activités génératrices de revenus par le biais des opérations Agir pour les jeunes. Et en attendant que ces emplois prennent forme, la 27e édition de la Journée internationale de la famille a été célébrée dans la commune de Koumassi. Ce sont 100 familles issues des différentes communes d'Abidjan qui ont reçu des kits alimentaires de main de la ministre Nassene Batouré qui leur a traduit le soutien du gouvernement. Salimatou Diarra. C'est un geste simple mais chargé de soutien et d'espoir pour ces familles. Elles sont 100 à avoir été sélectionnées dans les différentes communes d'Abidjan pour recevoir des mains de la ministre Nassene Batouré des lots de kits alimentaires. Un don du gouvernement à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la famille. L'ambiance y était ce 15 juillet à l'espace Agora de Koumassi, la commune choisie pour abriter les festivités de la 27e édition. C'était dur. Aujourd'hui même là, je ne sais même pas ce qu'on allait préparer aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, j'ai gagné tout. Il y a tomates, il y a tout. Il y a maca, il y a tout. Il y a riz. Sac de riz là même, c'est pas petit à faire. Donc, je les remercie beaucoup. Vraiment, j'aimerais dire vraiment merci beaucoup à la ministre pour tous ces dons qu'elle m'a remis. Vraiment, que Dieu lui donne encore plus pour que l'année prochaine, elle puisse encore nous jeter un coup d'œil sur nous. Vraiment, on n'avait rien. Mais aujourd'hui, elle a fait que vraiment, on est très heureux. La famille comme rempart de la société face à la Covid-19 a été le thème d'actualité au cœur des échanges qui ont mené à une sensibilisation. Nassene Batouré a exhorté les familles à se protéger contre le virus en effectuant la vaccination et tourner ainsi le dos aux rumeurs. La ministre a rappelé l'engagement et les actions concrètes du président Alassane Ouattara au profit des femmes. Cette journée commémorative fait suite à une visite de terrain de la ministre aux familles défavorisées des quartiers de Koumassi. Nassene Batouré au contact des populations. Les agents du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique sur toute l'étendue du territoire national sont formés à l'utilisation d'une application web dénommée Système de gestion des ressources humaines. Cette application devrait permettre de parvenir à une gestion efficiente et efficace des ressources humaines du ministère. Notre correspondante Eve Boué a suivi pour vous l'étape de Mans.
Le personnel de l'Université de Mans est instruit sur le logiciel de gestion des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette application web dite Système de gestion des ressources humaines, SIG-RH, a pour objectif de parvenir à une gestion efficiente et efficace des ressources humaines. L'État fait de nombreux efforts pour qu'on procède à des recrutements et que ces recrutements doivent correspondre à des besoins très précis. Pour cela, nous devons avoir un point réel des besoins. Et je pense que par ce système-là, nous pourrons aboutir à cela. Ça procède aussi du fait que nos agents puissent eux-mêmes suivre l'évolution de leur carrière, du recrutement jusqu'à la sortie du système. Une science d'information et de formation appréciée à juste titre car elle a permis au personnel de l'Université de Mans de comprendre le fonctionnement de cette application web. Ce séminaire est le bienvenu parce que depuis la mise en ligne du système de la gestion des ressources humaines, nous n'avons pas encore véritablement renseigné les différents champs et je pense que cette rencontre a permis d'avoir plus d'éclaircissement à certains niveaux. Je suis nouvelle enseignante recrutée pour la session 2020 passée. Donc la situation était que depuis que je suis venue, en fait en tant que nouveau agent fonctionnaire, très peu on avait les informations sur la gestion de l'administration, mais sur la gestion administrative du fonctionnaire. Et avant cette formation, c'était des fragments, des lambeaux d'informations qu'on avait. Mais là, on est situé et on sait comment les choses se passent. Le partage qui a lieu nous facilite en tant qu'administrateurs comment gérer nos ressources humaines. Puisque là, nous allons avoir toutes les informations concernant les différents acteurs. Si ce sont des enseignants-chercheurs, la confirmation de ce que nous leur donnons comme programme d'enseignement. Si ce sont des personnels administratifs et techniques. La DRH invite donc tous les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à s'approprier cette application et à s'inscrire dans un bref délai sur la plateforme. À noter que cette application a été lancée le 5 mars 2020 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'issue d'un séminaire tenu à Grand-Bassam, organisé par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, les médias numériques ivoiriens ont adopté une charte de bonne conduite s'appliquant à leurs médias et à leur influence sur les réseaux sociaux. Moment de partage qui a réuni professionnels de médias, organes de régulation de médias, organes de sécurité, influenceurs et blogueurs pour des propositions dans la lutte contre la montée en puissance des fausses informations. Lansina Ouattara. Au thème des travaux, les acteurs des médias numériques ont recommandé un engagement et un appui des pouvoirs publics dans la lutte contre les fausses informations, la désignation de points focaux pour la cohésion sociale dans les rédactions et la promotion de l'éducation aux médias. Ici, c'est de mettre en place une charte à laquelle chacun de nous va adhérer et qui va être une sorte de conduite, de feuille de route que nous allons pouvoir suivre pour pouvoir rester toujours dans ce canevas-là qui est d'avoir des écrits qui partent dans le sens de la réconciliation, qui partent dans le sens de la cohésion sociale dans le pays. La charte de bonne conduite des médias numériques en Côte d'Ivoire adoptée lors de cette rencontre comprend 20 dispositions que les journalistes et blogueurs s'engagent à respecter. Plusieurs thèmes ont été développés par des journalistes, des enseignants, mais aussi des juristes et responsables des instances de régulation au cours de 2 jours de formation. Lorsqu'aujourd'hui l'information parvient le plus rapidement par rapport au passé aux consommateurs de l'information, en temps réel, parce que aidé par les nouvelles technologies, il faut que ce temps réel ne nous donne pas l'occasion de faire de l'à peu près. Il faut toujours vérifier l'information qu'on donne par respect pour le public. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, partenaire du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, a traduit l'engagement de l'institution à la recherche de solutions pour réduire l'impact de la désinformation. Konan Kwayo Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a félicité le REPRELSI pour cette formation. Je salue la tenue de ce présent atelier qui vise à fournir des informations et outils nécessaires aux responsables des organes de presse en ligne, blogueurs et influenceurs pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. En outre, il permettra de sensibiliser les participants sur les dangers des fake news, sur la cohésion sociale et l'importance de la lutte contre les discours de haine.
Créé en 2006, le REPRELSI regroupe les acteurs de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Cette fêtière se donnait pour mission d'organiser, structurer et promouvoir un écosystème des médias plus dynamique et plus viable. Dans le dossier Vie d'ici de ce 13h, focus, mesdames et messieurs, sur ces jeunes pousses passionnés de lettres et de lecture qui rêvent un jour d'embrasser le doux chemin de l'écriture et surtout de publier une première œuvre. De quels auteurs s'inspire-t-il pour espérer un jour faire de ce rêve une réalité? D'où tire-t-il cette passion pour la littérature? Gros plan sur ces jeunes talents avec Alec Lavry et Serge Colléa. Depuis sa tendre enfance, le livre la fascine. Dans une bibliothèque, une librairie ou dans tout autre espace littéraire, Marie-Pascale Ozoa baigne dans un univers familier. Aux fêtes de Noël, aux anniversaires, nos parents nous offraient toujours des livres dans les cadeaux. Et il y a aussi mon grand-père. Il avait une bibliothèque qu'il nous interdisait de toucher, sous prétexte qu'il y avait un trésor à l'intérieur. Et c'est en grandissant que j'ai cherché à découvrir, mais de quel trésor? Je ne me rappelle plus trop du livre qu'on ne pouvait pas toucher. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lire tous les livres, de sorte à trouver le fameux trésor tant caché. Et au fur et à mesure, en lisant, je me suis rendu compte que le trésor n'était pas dans un livre, mais dans tous les livres. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. L'étudiante de 21 ans s'affirme aujourd'hui comme un talent en pleine éclosion. Classée récemment 2e sur 220 candidats au concours panafricain de littérature, Trophée des Plumes, elle a glané divers autres prix et rêve désormais de publier sa première œuvre. J'ai été contactée par certaines maisons d'édition qui veulent travailler avec moi, qui ont confiance en moi, qui se disent qu'ils peuvent mettre à profit le talent que j'ai. Comme Marie-Pascale, Aïcha Kone s'essaie avec succès à l'écriture. Elle a reçu le 3e prix au Trophée des Plumes. Mes manuscrits, j'en ai 4 ou 5. Mon ambition dans le domaine de la littérature, c'est de moi aussi demain pouvoir écrire des œuvres pour enfants comme pour grands, permettre aux enfants d'aimer la lecture. Anzata Ouattara, écrivaine ivoirienne, l'une des plus lues et des plus prolifiques, inspire beaucoup ces jeunes. Je suis régulièrement sollicitée par des jeunes talents, mais en même temps, ce qu'on leur dit au quotidien, c'est déjà de beaucoup lire. Voilà, il ne faudrait pas aller sur les réseaux sociaux seulement pour les potins. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ces jeunes pousses restent déterminés à se faire une place dans les rayons des librairies. Axel Franck ou Wolf le poète et Boris ont rejoint le mouvement Jeunes écrivains africains, une organisation qui vise à promouvoir la littérature africaine. J'ai senti mon amour grandir. Quand la nuit m'a montré ses charmes, cette dernière m'a demandé d'écrire pour essayer de soigner mon âme. Ce qui m'inspire, je le couche sur papier. Je peux autant parler des réalités de la rue, comme parler de mes émotions. Je n'ai pas de barrière. Tant que l'inspiration est là, j'écris. Depuis tout petit, j'ai une imagination débordante et j'écris sans arrêt. Je me suis inscrit sur un site en ligne et c'est à partir de là que j'ai commencé à montrer mes écrits aux gens. Ces écrivains en herbe ne manquent pas de créativité. Boris se définit comme un auteur engagé. Si la police et autres autorités de secours semblaient être tristes pour ce jeune, la plupart des étudiants, eux, rigolaient en douce de la mort de celui que l'on surnommait le femme ou l'homme-femme. Dans mes écrits, je suis cru et je dénonce les choses. Dans cette œuvre qui est intitulée Le Femme, je parle d'un certain Yébé qui est efféminé. Mais la société fait de lui un homosexuel, l'indexe comme un homosexuel et le rejette pour cela. Je me moque de ceux qui se moquent de ce genre de personnes. Le secteur du livre et de l'édition se réjouit de l'émergence d'une nouvelle génération. Il y a quand même une bonne floraison d'ouvrages écrits par les jeunes. Il y a quand même beaucoup de noms. On a par exemple Natagari, Lorraine Seka, bien d'autres. Sur une moyenne de 100 auteurs que nous recevons par an, il y a au moins 22 auteurs jeunes. Et sur les 22 auteurs jeunes, il y a parfois une dizaine qui sont très bons. L'écriture, c'est une vocation et ce n'est pas évident de mener une histoire de bout en bout. Donc, quand on arrive à franchir ce pas, c'est déjà ça de gagner. Les maisons d'édition constituent parfois, pour ces jeunes, un des obstacles majeurs à franchir pour entamer une carrière. Il y a certains auteurs qui font des efforts, mais malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs jeunes qui ont une histoire à raconter. Ils ont beaucoup de volonté, beaucoup de détermination,
mais ils n'ont pas encore le niveau. Il faut pouvoir les coacher, les encadrer pour qu'ils puissent produire le meilleur texte et qu'on trouve aussi de bons éditeurs. De la bonne graine qui ne demande qu'à être arrosée. D'ici 2022, je pense que vous pourrez certainement lire mon œuvre qui parle du système carcéral africain, Les Oubliés, ou peut-être Nouveau Départ qui parle de l'émancipation féminine. Actuellement, je discute avec plusieurs maisons d'édition. J'attends de finir un bon manuscrit, mais espérant d'ici grand maximum l'année prochaine. Marie-Pascale Ozoa, Franck Axel alias Wolf, ou encore Aïcha Kouné et Boris Angui. Des signatures avec lesquelles il va falloir compter dans les années à venir. La littérature ivoirienne peut espérer avec ces jeunes pousses des lendemains prometteurs. Voilà, la lecture nourrit l'esprit et fortifie l'âme. Tous nos voeux de succès à ces jeunes passionnés de lecture. Les chrétiens célestes du diocèse uni de Yopougon, eux, ont mis leur livre de côté à l'instant d'une célébration pour célébrer, bien sûr, justement, le jour de la Vierge Marie, un jour important dans le fondement de la foi des chrétiens célestes. Au cours de cette célébration, ces fidèles ont donné de leur sang pour aider à sauver des vies. Le jour de la Vierge Marie est célébré tous les premiers vendredis du mois de juillet. Cette fête, en souvenir de la Vierge Marie, fait partie intégrante des grandes célébrations dans l'Église du christianisme céleste. Et l'importance de la Vierge Marie pour la foi céleste remonte au premier jour de l'Église du christianisme. La commémoration de l'apparition de la Vierge Marie au pasteur le 15 juillet 1977 est partout célébrée. Dans le diocèse uni de Côte d'Ivoire, dirigé par le vénérable suprême évangéliste Akakwame Justin, l'événement a été marqué par une opération de collecte du sang pour sauver des vies. Comme l'indique le thème, Christ sauve l'humanité en donnant son sang. Imitons-le. Quand nous savons que les femmes meurent en couche, faute de sang, nous savons qu'il y a des frères qui ont besoin de sang, ils en meurent pour cela. Nous avons trouvé que le seul don que nous pouvons faire à l'État de Côte d'Ivoire, au monde, à la population ivoirienne, c'est de donner notre sang. Nous avons pensé à notre Seigneur, le Christ, qui a fait don de son sang pour que le monde entier soit sauvé. Plusieurs poches de sang ont été collectées. Chaque premier vendredi de juillet est célébré comme le jour de la Vierge Marie par un office de la complète assemblée des fidèles par l'intermédiaire de l'Église du christianisme céleste dans le monde. Commentaire signé Abou Sanogo, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de cette journée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.